propose d'accueillir pour cette table ronde Claire Giry. Donc, vous êtes directrice générale de la recherche et de l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Monsieur le professeur Philippe Berthat, vous êtes député du Gard. J'appelle également Claude Bertrand, je n'ai pas vu. Ah pardon. Et Franck Mouton pour France Biotech. Des masques pour parler. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc première table ronde dédiée à un sujet important, le nerf de la guerre, recherche privée, recherche publique. Peut-être dire que dans nos métiers, industrie de santé, la recherche, on verra chacun par son introduction, mais c'est un petit peu le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre pour améliorer la santé des patients, pour apporter de l'innovation aux patients et améliorer la compétitivité des entreprises. Donc les entreprises du G5 Santé investissent en recherche-développement, près de 3,5 milliards d'euros d'investissement en France. C'est pratiquement la moitié de nos investissements mondiaux qui sont faits en France, pour montrer aussi qu'on est attaché à notre ancrage. Et peut-être le point le plus important, ce qui est important dans nos métiers, mais encore une fois, la visée, c'est d'améliorer la santé publique, c'est d'avoir un écosystème fort, un partenariat entre privé, public, les CHU, les biotech aussi, qui seront peut-être les entreprises qui créeront le plus d'emplois sur notre territoire. Donc ça qui est important. Donc vraiment améliorer, continuer à fluidifier un petit peu ce partenariat, c'est un petit peu, comme j'ai dit, un petit peu le nerf de la guerre pour l'innovation et aussi pour la souveraineté sanitaire. Alors ma première question sera pour Madame Giry, parce que vous êtes directrice générale de la recherche et l'innovation. Vous avez pris votre fonction, je pense, un petit peu juste après les annonces du CSIS pour la santé 2030. Juste avant, ça tombe bien. Le président de la République a fait un constat assez clair, lucide, un petit peu, sur les enjeux de la recherche en France. Un constat un petit peu où il pousse aussi à moins de cloisonnement, on va dire, un peu plus de collaboration aussi, en annonçant aussi d'investissements importants dans la recherche, en annonçant aussi d'investissements dans des centres d'excellence en France. Alors peut-être vous demandez là une question un petit peu large pour dire il y a des besoins, il y a des annonces, il y a une feuille de route, et pour vous, quelles sont vos premières priorités à venir? Voilà. Alors les priorités, c'est mettre en œuvre cette feuille de route, tout simplement, bien entendu. Elle est ambitieuse. Le Conseil stratégique des industries de santé, c'est 1 milliard d'euros sur un certain nombre de dispositifs et de mécanismes d'encouragement, effectivement, d'incitation et d'outils, finalement, de développement de la recherche en santé, avec, pour beaucoup de ces outils, un lien fort encouragé avec l'industrie, donc des bioclusters, où on a vraiment la notion public-privé qui s'incarnera dans ces bioclusters. De la recherche hospitalo-universitaire avec des instituts de pointe sur ces sujets, sur des thématiques très ciblées, mais avec aussi cette vision d'un continuum entre une recherche d'excellence académique très forte et un continuum jusqu'à la recherche clinique et avec des partenariats industriels, bien évidemment. C'est aussi la notion de cohorte, d'infrastructures de recherche, donc avoir des outils de recherche. Je mets vraiment les cohortes, moi, dans les infrastructures et dans les outils de recherche qui puissent être utilisés tant par la recherche académique que par les industriels. Ça, je trouve que c'est aussi une facette intéressante et qui peut être originale dans ce CSIS. Et puis, c'est de l'attractivité. Donc, on parle d'ERC-like, enfin de mettre en place des chaires de type ERC sur le nom de l'European Research Council. C'est financement très exigeant pour des jeunes chercheurs ou des chercheurs seniors, d'ailleurs, excellents, qui viennent du monde entier et qui peuvent apporter autour d'eux toute une dynamique. Donc, ça fait partie de ces dispositifs qu'on met en place maintenant, qu'on réfléchit sur la manière dont ils doivent être évalués, déroulés dans le temps et avec l'exigence qu'on souhaite toujours garder au fil du temps sur ces sujets. Donc ça, c'est un premier volet. Et puis, il y a d'autres. Le CSIS est un petit peu l'annonce phare et la plus récente sur ces sujets. Mais dans le dispositif France Relance, si je remonte un tout petit peu dans le temps, il y a aussi plusieurs sujets qui concernent l'innovation en santé et la recherche en santé.
le projet du Val-de-Grâce à terme, mais Paris Santé Campus aujourd'hui sur la santé numérique est l'un d'entre eux. Le dispositif d'aide à la R&D des entreprises sur la possibilité pour des entreprises d'avoir des personnels embauchés dans la recherche académique le temps de passer la crise, je dirais, avec une cible à 1500 chercheurs dans ces laboratoires académiques pendant cette période. Et puis si je remonte encore un tout petit peu aussi dans le temps, il y a le PIA 4 avec des stratégies très ambitieuses. Madame la ministre les a évoquées, donc certaines en santé, les biothérapies, les maladies infectieuses émergentes, la santé numérique. Et puis si je remonte encore dans le temps, mais alors c'est notre actualité totalement, je remonte dans le temps sur la décision, mais c'est notre actualité vraiment quotidienne, c'est la mise en œuvre de la LPR, la loi de programmation de la recherche, qui est générique, hein, le choix a été d'avoir une loi qui ne soit pas thématique, mais dont beaucoup de dispositifs vont encourager, entraîner et alimenter la recherche académique dans tous les secteurs de la recherche, avec des sujets de salaire pour les chercheurs, mais aussi des sujets liés à l'Agence nationale de la recherche, donc plus de financement sur projet et plus de dispositifs d'attractivité comme des chaires de professeurs juniors. Le rôle du G5 est de formuler des propositions. Claude Bertrand, vous êtes vice-président exécutif du groupe Servier en charge de la recherche et du développement, et donc vous allez nous présenter quelles sont les propositions du G5 dans ce domaine. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc oui, je tiens à préciser que je représente tous les industriels du G5 et leurs représentants R&D avec lesquels on a travaillé ces derniers mois en amont et en aval du CSIS de juillet. Je pense qu'il y a quelques grandes thématiques qui ont déjà été abordées ce matin, mais celui sur lequel je voulais revenir en tout premier lieu, c'est le financement de la recherche publique et l'implication des industriels dans un travail collaboratif pour la mise en place de cette augmentation du financement. On pense aujourd'hui que on a beaucoup parlé de la France, on a un peu parlé de l'Europe, et je pense qu'il faut qu'on se situe au niveau mondial et qu'on se compare aux grands pays de recherche biomédicale et qui ont su saisir les opportunités de la recherche et de l'innovation pour les mettre en application. Et quand on se compare à nos voisins, même juste l'Allemagne, on s'aperçoit qu'il faudrait un doublement de la recherche publique. Et je reviens sur les commentaires de Madame Géry sur le fait que je pense qu'il faut choisir ces thèmes, il faut se focaliser, parce que si on arrose large, même en doublant ce budget, ce sera énormément dilué. Donc je pense qu'il y a un vrai besoin, un wake-up call de doubler ce budget de la recherche publique. Ça doit s'inscrire dans une stratégie nationale dans la recherche biomédicale. Alors on en a parlé, je vais revenir sur l'agence parce que c'est une proposition que nous avions faite avec le groupe de travail. On était très heureux de l'avoir reprise dans les propositions du CSIS, mais on va en revenir sur la mise en œuvre. Mais je pense qu'avant de parler gouvernance, il faut qu'il y ait une véritable stratégie nationale des investissements à faire, de la recherche, de l'innovation, avant de passer à l'application et ensuite à la production. Il y a eu beaucoup de choses de faites, on a déjà parlé de bioproduction. Je pense qu'il faut qu'on passe du temps de qualité collaboratif entre le gouvernement, entre les instances, les instituts de recherche en France et les industriels. Ce n'est pas les industriels qui dictent la politique de recherche et d'innovation, bien évidemment, mais je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de travail collaboratif pour choisir les thèmes sur lesquels on voudrait flécher cet investissement et ensuite pousser de la recherche vers l'application, vers la translationnelle. Et ça amène à un troisième point. Donc vraiment cette stratégie nationale et considérer la santé comme un vrai pilier stratégique pour la France et ensuite pour l'Europe, c'est essentiel, au même titre que d'autres industries ont eu ce positionnement stratégique. Il faut ensuite vraiment penser au continuum, parce qu'on a tendance il y a eu beaucoup de choses sur la bioproduction, on y participe tous au G5, mais encore une fois, il faut démarrer au niveau de l'innovation, de la recherche fondamentale, très vite qui passe à l'appliquer, et avoir ce continuum translationnel, implication des hôpitaux. On n'a pas encore parlé de la PHP ce matin, et des hôpitaux au niveau national. Tout ça, ça se travaille et ça se construit
ensemble. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir ce continuum. Et évidemment, tirer les leçons de la crise, parce qu'on a beaucoup parlé de nouvelles mises en place d'un certain nombre de choses au niveau budgétaire, au niveau gouvernance, etc. En attendant, on avance, et ce qu'on a vu dans la crise, le bon côté de la crise, c'est qu'on était capable de faire soudainement des choses extrêmement rapidement. Et donc, ce qu'il faut qu'on se pose comme question, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place de façon pérenne en tirant les leçons de cette crise qui va nous permettre d'avancer beaucoup plus vite et d'être compétitif. Donc, pour être compétitif, c'est vitesse d'exécution et c'est financement significatif à augmenter. Alors, je voulais juste encore revenir sur l'agence et sur la gouvernance. Je profite de ce qu'a dit Madame la ministre et les échanges avec certains présidents du G5. Moi, personnellement, et je pense qu'on le partage au niveau des patrons de R&D G5, on est inquiet pour le moment sur exactement la mise en place de cette agence et de sa gouvernance. Je pense que, on l'a vu, il y a des sujets de débat sur est-ce que c'est un ministère, est-ce que c'est interministériel. Je pense que c'est essentiel que ce soit interministériel et sous l'égide potentiellement du Premier ministre. C'est ça qui donnera le poids, l'importance et l'importance stratégique de ce que représente cette agence. Alors, je suis conscient des couches que cela pourrait créer. Je pense que là aussi, on a eu beaucoup de débats au niveau du G5. Je pense qu'il faudra peut-être faire disparaître d'autres choses. Pour le moment, on n'a pas suggéré, mais je pense qu'il faudra potentiellement faire disparaître d'autres choses. Mais il faut bien se le dire. Quand on a créé l'Avisan, il y a plus de 10 ans, l'ARIS du côté des industriels, on n'est pas arrivé à ce qu'on voulait faire au niveau transversalité et au niveau de travail collaboratif, vraiment construire ensemble. Donc je pense que mon message ce matin, c'est que l'annonce de l'agence est une très belle chose. Maintenant, on va être très, très, très attentif à sa mise en œuvre et la gouvernance qui va être choisie, parce que je pense que ça peut littéralement en faire un grand succès ou juste avoir allumé un pétard mouillé. Et le dernier point sur lequel je voulais revenir à ce stade, c'est cette notion de partenariat. On a débattu longuement, encore une fois, avec tous les acteurs R&D du G5, et on reste quand même toujours étonné par ce fossé qui existe et cette réticence assez française à vouloir travailler avec les académiques, voulant travailler ou pas avec les industriels, alors qu'on vient tous du même monde. On vient tous des mêmes universités qui sont excellentes en France. On a un tissu, des formations qui sont absolument fantastiques que d'autres pays s'arrachent. Et on est incapable de travailler de façon sereine et collaborative ensemble. Et ça, c'est un de mes messages forts, parce que je sais que je représente tout le G5. Ça reste, j'ai été président de l'ARIS quelques années, et ça reste une énorme déception depuis plus de 10 ans de mon retour en France. C'est qu'on n'arrive pas à créer ce tissu qu'on connaît pour ceux qui ont travaillé à l'étranger, en Angleterre, aux États-Unis. Il n'y a pas de différence. Et dernier point, c'est que je pense qu'il faut qu'on recrée des ponts. Alors, Madame Giry a notamment évoqué le passage d'industriels dans des labos académiques pendant quelques années pour se faire un petit refresh. C'est une très bonne idée. Mais je pense qu'il faut que ça aille dans les deux sens. Et il faut que ça se fasse plusieurs fois dans une carrière. Parce qu'on voit des départs, hein, en général, on passe dans un académique qui passe dans l'industrie, ce n'est pas forcément des bons points. En général, on va chez le diable et on n'en revient pas. Et je pense qu'on perd énormément d'opportunités de pouvoir travailler ensemble, que ce soit à un niveau stratégique, mais aussi dans une recherche appliquée qui, à la fin, doit représenter la voix des patients et ce dont les patients ont besoin aujourd'hui en France et dans le monde. Merci beaucoup. Monsieur Mouton, en tant que patron de la biotech en France, je vais peut-être faire réagir aux propos de Monsieur Bertrand, savoir si vous partagez un peu aussi, Monsieur Bertrand, du G5 Santé, pardon, représentant du G5 Santé, et peut-être aussi quels sont de votre côté les leviers ou les freins sur lesquels il faut travailler.
D'abord, je peux évidemment que m'inscrire dans la même dynamique parce que je pense que c'est une continuité. Vous avez environ 800 biotech en France. On en crée une quinzaine par an. Sont majoritairement, environ 80% sont issus de la sphère académique par un spin-off de l'INSERM, du CNRS, du CEA, de l'INRIA, etc. Donc ce sont majoritairement des actifs qui sont issus de la sphère académique, qui généralement, on pourra y revenir aussi sur certains freins, ce sont des chercheurs ou des cliniciens qui partent en création d'entreprises, ce qui peut poser les questions de l'ambition et des standards industriels qu'on doit avoir dès le début. Et du coup, ça rejoint le sujet de la culturation croisée et de la saine et de la salutaire nécessité que les chercheurs puissent avoir un contexte industriel très tôt dans leur formation. Donc ça, évidemment, je peux que souscrire. Donc vous avez ces entreprises-là sont issues de la sphère académique. Souvent les entrepreneurs sont issus de la sphère académique aussi. J'en suis le pur produit. Et les difficultés qu'on rencontre sont dans un premier temps l'étape de transfert de technologie. Je pense que ça c'est vraiment une zone effectivement où il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Alors je dirais que les choses se sont considérablement améliorées. On a eu la création des SAT a permis quand même de rapprocher les valorisateurs des chercheurs. Donc ça au moins en termes d'acculturation, on peut que s'en féliciter. Après évidemment, il y a un certain nombre de sujets qui sont liés à notre environnement et au fait qu'on est dans un domaine spécifique, un domaine industriel spécifique avec des critères de partage de valeur, des critères d'exécution qui ne sont pas forcément identiques aux autres industries. Et donc ça veut dire qu'effectivement, il y a besoin d'avoir dans ces structures de transfert de technologie des gens qui ont toutes les compétences dans notre secteur d'activité. Et ça s'améliore, mais il y a encore un certain nombre de progrès à faire pour faciliter cette étape-là. Dans un monde idéal, j'imaginerais bien les offices de transfert de technologie comme étant des tiers de confiance pour nos investisseurs, puisque vous savez que dans notre domaine, on est plutôt des passeurs, les biotech, c'est-à-dire qu'on prend les innovations issues de la sphère académique, on les amène dans un chemin de développement industriel jusqu'à un point où vous vous intéressez à nous. Généralement, c'est un incrément de valeur et on a sorti une partie du risque. Et à ce moment-là, on fait des partenariats avec les industriels pour finir le développement et mettre sur le marché nos innovations. C'est un peu la règle. Et donc, en tant que passeur, on a, nous, comme étape de vente, de convaincre des investisseurs de venir prendre le risque à nos côtés. Et ça, on rencontre, nous, quelques sujets avec nos investisseurs sur les conditions de valorisation qu'on peut obtenir sur le territoire. Et donc, si on arrivait à inverser cette tendance et que les offices de transfert de technologie puissent être des tiers de confiance vis-à-vis de nos investisseurs, à la fois sur le partage de valeur, à la fois sur la barrière à l'entrée et la qualité de la propriété intellectuelle qui nous est transférée, je pense que ça changerait considérablement la donne. Et en tant que tiers de confiance, je pense qu'aujourd'hui, les enjeux justement de positionnement de nos produits avec la data en santé peuvent considérablement aider ces offices de transfert de technologie à apporter des éléments qui sont clés pour rassurer nos investisseurs. Sur les aspects de développement, aujourd'hui, on rencontre, quand on bénéficie de ces différents actifs, plusieurs interlocuteurs. Et ça, il faut qu'on soit absolument vigilant pour la fiabilité de cette étape. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit un assemblage entre de la propriété intellectuelle brevet, du savoir-faire et de la data en santé. Et ça veut dire qu'il y a une forte interface entre les universités, les tutelles classiques académiques, CNRS, INSERM, etc., et les CHU. Les CHU se sont beaucoup structurés ces derniers temps, justement, dans cette notion de transfert d'informations aux startups et aux biotech en particulier sur la data en santé. Et on a aujourd'hui besoin, je pense, de beaucoup plus de lisibilité de cette interface entre l'assemblage de propriété intellectuelle classique et de data en santé. Donc ça reste encore une zone sur laquelle on doit tous travailler ensemble.
Je voudrais finir sur quand même des initiatives qui me semblent aussi, pendant cette période-là, être de nature à nous donner un certain nombre d'exemples et d'espoirs, parce qu'il y a des choses qui se passent de façon merveilleuse dans les coopérations publiques-privées. Alors juste avant ça, je voulais juste attirer votre attention sur le fait que les premiers stades de développement de nos entreprises, compte tenu du fait qu'on est issu des sphères académiques, sont liés à des partenariats directs avec la sphère académique, souvent des modalités qui se rapprochent du laboratoire commun au sens ANR du terme. Donc les entrepreneurs sont encore dans les labos à constituer leur portefeuille de produits, à renforcer la propriété intellectuelle en termes de perfectionnement lié justement au savoir-faire du laboratoire, et qu'il y a évidemment une mauvaise nouvelle qui nous arrive début 2022, qui est l'arrêt du doublement du crédit impôt recherche. Nous, on a fait une petite étude d'impact sur nos entreprises. On a certaines entreprises sur les 3 premières années de leur vie. Ce doublement du CIR correspond à un impact de 80% de leur assiette du crédit impôt recherche. Donc on a vraiment là-dessus une vigilance à avoir. Alors le projet de loi de finances, j'espère, va nous donner quelques bonnes nouvelles sur des approches de substitution de cette perte d'opportunité de partenariat public-privé, parce que ça va fragiliser nos entreprises très tôt, surtout celles qui ont déjà levé des fonds et qui, en 2022, doivent annoncer à leurs investisseurs, finalement, mon plan de trésorerie, il va falloir que je le revoie, et mon échéance n'est plus la même, est-ce que je vais atteindre le jalon? Enfin, voilà, ça a vraiment des impacts très immédiats. Voilà. Juste donc pour finir sur les initiatives qui me semblent être aller dans le bon sens, je voudrais mentionner d'abord le projet de filière IA et cancer, qui me semble être pour le coup un très très beau partenariat public-privé issu du CSF. Je remercie d'ailleurs Marco Fiorini qui a porté ça de main de maître pour aboutir à ce projet qui permet de réunir un certain nombre d'industriels sur toute la data en santé autour du cancer. Et pour les startups, sachez que c'est vraiment un levier extrêmement important, à la fois pour aider au positionnement de nos entreprises et utiliser évidemment, comme c'est prévu, des bras synthétiques, réduire l'aléa de développement, etc. Donc là-dessus, on voit que quand les acteurs privés, les acteurs publics se réunissent autour d'une même ambition, ça peut avoir énormément de valeur. Je parlerai également du projet Coalition Innovation Santé, où on a vu apparaître une coalition d'entreprises du secteur pharma et d'acteurs publics qui sont directement des utilisateurs, que ce soit les CHU, que ce soit les structures également privées de prise en charge hospitalière, qui se sont coalisés pour mettre en œuvre, pendant la crise Covid, des innovations immédiatement opérables pour prendre en charge les patients atteints de maladies chroniques. Et là, on a vu effectivement que c'était très efficient parce qu'il y avait une relation directe entre utilisateurs, innovateurs et au milieu des industriels qui étaient capables de soutenir cette dynamique. Et dernière en date, Impact, qui a été annoncé il n'y a pas très longtemps. Vous savez que le domaine de la santé mentale est un domaine qui est considéré comme un modèle d'affaires défaillant. Et un certain nombre d'acteurs publics et privés se sont réunis là pour lancer un accélérateur pour faciliter le développement d'innovation digitale dans le domaine de la santé mentale. Et là, on a vu effectivement le ministère de la Santé accompagner cette dynamique-là pour justement faire en sorte qu'on facilite le lien sur le développement et les modèles d'affaires de ces dispositifs. Donc quand même des très très bonnes nouvelles qui arrivent là sur les partenariats publics-privés. Philippe Bertin, vous êtes chercheur, vous êtes parlementaire, vous étiez rapporteur du projet de loi de programmation sur la recherche. Donc comment réagissez-vous à cette feuille de route décrite par Mme Giry et aux attentes des industriels ? Merci d'abord de cette invitation, c'est beaucoup d'honneur que vous me faites. Je vais quand même reprendre un petit peu de quelques banalités que j'ai envie de dire avant de parler de la LPPR, ou LPR, vous l'appelez comme vous voulez. J'ai entendu des mots intéressants ce matin, le problème déjà d'acculturation. Déjà, c'est un problème d'acculturation scientifique et technologique dans ce pays déjà tout court, commençons par là, soyons macro. Et puis ensuite, ce problème d'acculturation entre la sphère économique et la sphère de la recherche. J'ai face à moi mon président de pôle de compétitivité Eurobiomed, et je me disais, en y réfléchissant, que ça fait depuis sa création que je vis avec bonheur ce pôle de compétitivité, mais je faisais le bilan qu'en plus de 15 ans, ce pôle de compétitivité avait vu, outre mon humble personne, vu passer 2 académiques. Et je ne suis pas sûr que dans les 5 autres pôles de compétitivité santé, ça soit mieux, si ce n'est peut-être moins bien encore.
Donc ce problème d'acculturation et de double culture, c'est vraiment le grand problème. Et pour être toujours enseignant du supérieur, diriger mon petit master dans mon coin, essayer de le faire vivre un peu différemment de ceux de mes collègues, je m'aperçois que le chemin est encore important. Alors pour parler maintenant de l'aspect recherche, oui, juste un autre mot aussi, la grande difficulté, j'ai entendu parler bien sûr de la création de l'AIS et du côté interministériel, la grande difficulté de votre monde, il est là. C'est que le médicament, c'est une variable d'ajustement du ministère de la Santé, je suis un peu sévère, et pas grand-chose d'autre. Et le problème, c'est que le médicament, c'est aussi, mais on l'a vu ce matin, on a 2 représentants ministériels, une ministre et la directrice de la DGRI, on a le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et puis bien sûr le ministère de l'Industrie. Donc forcément, il y a problème. Il y a problème parce que moi, je me souviendrai toujours, en début de la crise pandémie, mes collègues de Caire qui m'appelaient à la maison en disant « Tu sais, on vient de perdre 15 jours pour mettre les bons interlocuteurs des différents ministères autour de la table. » Et ça m'a frappé. Je me suis dit, c'est pas possible. On est déjà tellement un pays capable d'avoir des couches et des surcouches de structures, de comités ad hoc, ou je ne sais. Et là, manifestement, il n'y avait pas. De même qu'il a fallu inventer un conseil scientifique au dernier moment. Il y a un pays, un grand pays qui n'a pas un conseil scientifique permanent auprès du président de la République, voire du Premier ministre. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Enfin, donc on a vraiment plein de paradoxes comme ça, plein de questions post-pandémie. Enfin, post-pandémie, on n'y est pas encore, malheureusement. Mais en tout cas, à se poser, il y a quelque chose qui dysfonctionne dans la sphère de la santé et dans son organisation dans ce pays. Un dernier exemple, là je vais aller sur la recherche publique. Je me suis toujours amusé et j'ai fait ce petit jeu avec le haut-commissaire au plan, par exemple. Je lui ai demandé de me citer le nombre de structures publiques impliquées dans la recherche en virologie dans ce pays. Je vous déconseille de faire ce petit jeu, ça prend du temps. Et surtout, vous vous apercevez qu'il y a une superbe marche en silo entre ce qui peut être l'IRD, l'INRAE, le CNRS, la DSV du CEA, l'INSERM, et j'en passe. L'Institut Curie, l'Institut Pasteur de Lille, celui de Paris. Et puis après, j'entends le mot avisant. Alors j'ouvre un œil, l'avisant. Très bonne idée de Sirota à l'époque. Mais quel résultat ? Rien. C'est-à-dire que le seul interorganisme, interstructure, n'a jamais fonctionné parce qu'on ne lui a jamais donné réellement d'abord d'identité, me semble-t-il, ça c'est moi qui me permets de le dire, et surtout de mission. Conclusion, l'avisant, sincèrement, je m'entends plus que très bien avec le président de l'INSERM, mais je pense qu'il ne le réunit même plus. Alors que c'est dommage, parce que ça aurait peut-être été un endroit intéressant pour essayer de comprendre qui travaillait sur le coronavirus dans ce pays, avant de comprendre qu'effectivement, il restait une petite équipe au fin fond de Marseille, alors, très loin de l'IHU, je vous rassure, au fin fond de Marseille, de Bruno Canard, qui travaillait toujours vaguement là-dessus. Enfin, on a un vrai problème d'organisation de la santé, je dirais, dans beaucoup de structures. J'espère que l'AIS va être effectivement une structure simplificatrice. Le rôle du CSIS n'était pas de traiter les problèmes de l'amont, je crois que c'était clair. Ils ont été traités pour partie par la loi de programmation. Maintenant, je vais venir sur cette loi de programmation pour vous dire ma satisfaction et pour vous dire aussi son insuffisance. Je ne vais pas me faire que des amis parmi mes amis du ministère. On part de loin. C'est moins 23% du budget consenti à la recherche entre 2011 et 2018. Dans une économie de la connaissance, c'est un chiffre fort quand même. C'est un recul. Alors après, là aussi, comme l'a fait la ministre, on peut prendre des indicateurs, mais enfin, c'est a priori un recul, nous dit-on, de la 3e à la 8e position sur quand même un argumentaire qui est basé sur des brevets et essentiellement sur des publications. Donc, quand on veut faire de l'innovation ouverte telle que vous souhaitez la faire, si vous voyez votre amont qui est en train de péricliter, forcément, il y a problème. Alors face à ça, il fallait réagir. Donc la loi de programmation pour la recherche, moi j'ai participé, j'ai co-présidé l'une des 3 missions préparatoires. On est allé un peu plus loin, bien sûr, dans cette analyse. Je ne vais pas vous donner tous les chiffres qui nous ont, pour le moins, surpris, quand vous voyez que effectivement le salaire moyen d'embauche d'un chercheur ou d'un senior-chercheur dans ce pays est à peu près à la moyenne, 63% de la moyenne des pays de l'OCDE. Et quand on sait ce que c'est que le panier des pays de l'OCDE, vous prenez peur. Quand vous savez que l'âge moyen de recrutement d'un chercheur, d'un senior-chercheur, c'est 35 ans, à 35 ans, on est vieux, on est déjà ramolli, on est foutu. Je veux dire, moi, je veux aller chercher des jeunes qui sortent du MIT à 25 ans. Je ne les veux pas à 35 ans, me semble-t-il. Je ne sais pas comment vous voyez vos recrutements. Mais nous, dans la recherche, non, nous, c'est 35 ans. C'est incroyable. Alors, donc, qui va avoir la patience d'attendre 35 ans pour gagner ensuite net 2 000 € par mois ? On peut se poser la question quand même. Est-ce qu'on est vraiment... Alors, la loi de programmation a pris acte de tout ça. Je lui reconnais ça. Donc, elle a mis des moyens.
des moyens. J'ai eu une discussion la semaine dernière avec Luc Gallois qu'on auditionnait dans la commission d'enquête sur la désindustrialisation, qui me disait, vous savez, votre loi LPPR, c'est bien, mais c'est 25 milliards sur 10 ans. Et il me dit, votre seule chance, c'est de mettre 20 milliards par an. Je dis, bon, je vais aller voir le ministère, je vais leur proposer immédiatement. Je suis sûr que Bercy va être d'accord tout de suite, mais il a probablement pas tort, parce que c'est pas... On a une trajectoire qui va nous améliorer les choses indubitablement, mais qui ne va pas encore nous mettre tout à fait à 3% du PIB dès demain, quoi. On le sait bien. Donc cette loi, elle était essentielle. 25 milliards sur 10 ans. Bon, je ne vais pas refaire plus la partie PIA, plus la partie plan de relance, plus la partie... Bon. Donc il y a un vrai mieux. On a des critères qui sont quand même très tangibles pour dire qu'il y a un vrai mieux. L'ANR est un très bel exemple. Hein. Moi, je recroise quelques collègues scientifiques avec le sourire, ce qui n'était pas arrivé depuis bien longtemps. La majorité d'entre eux avaient même cessé de rédiger des projets de recherche à l'ANR, par exemple. Parce qu'avec, on était tombé il y a une dizaine d'années, c'est même Orbonne, pratiquement à 8% de taux positifs issus de ces projets. Bon, là, on a des chiffres de 23%, je crois, dès la dernière campagne. On a une cible à 30% qui mettra la France et son agence à peu près à la hauteur des autres agences européennes. On a une volonté dès cette année qu'il n'y ait plus dans la recherche de gens payés en dessous de 2 fois le SMIC, si ma mémoire est bonne. Bon, voilà, ça bouge. Ça bouge, c'est clair. L'inscription sur 10 ans a été très discutée. Beaucoup, bien sûr, voulaient sur 5 ans, etc. Enfin, l'intérêt, quand même, c'est de donner une trajectoire, plutôt que continuer à vivre de promesses qui, depuis des années et des années, n'ont jamais été tenues. Bon, là, c'est une promesse qui est très mesurée, que je trouve, bien sûr, beaucoup trop mesurée. Mais au moins, il y a promesse et il y a inscription. Et on me questionnait encore hier soir en me disant, oui, mais alors, en fonction d'un changement de majorité politique dans ce pays, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, si on reste dans un champ démocratique, prenons cette hypothèse, eh bien, il me semble quand même que je ne vois pas un gouvernement par la suite revenir, au moins sur ce socle-là. Je pense que la pandémie est passée par là. Je pense qu'aller faire machine arrière sur les promesses faites, qui ne sont pas des promesses mirifiques, extraordinaires, mais qui sont là, en tout cas, un retour en arrière me semble maintenant difficile par rapport à quelques majorités qu'il y aurait demain. Donc c'est un bon début, il va falloir amplifier, continuer, ne rien lâcher. J'étais un peu inquiet quand j'ai vu les ministres venir me voir tout à l'heure en me disant « Bon, tu surveilles l'ONDAM sur le PLFSS, il faut que tu surveilles. » Donc je vois même qu'elle commence déjà à être inquiète quand même quelque part, hein, donc on va surveiller. Je ne sais pas si on pourra faire grand-chose, mais on surveillera en tout cas. Donc voilà, donc on vit un moment intéressant, enfin, je pense que vous en êtes d'accord, avec des belles promesses, avec des avancées, recherche publique comprise. Je pourrais aussi disserter de la relation publique-privée. Bon, Franck citait de beaux exemples de réussite, mais qu'est-ce qu'on part de loin là aussi ? C'est juste incroyable. Moi, j'ai un fer de lance depuis 4 ans que je suis député, c'est les maladies rares, et certains d'entre vous le savent. Et c'est par exemple le séquençage dans ce pays, et la génétique. Je vais finir là-dessus parce que j'ai ça sur le cœur depuis fin juin et j'aime bien. Fin juin est sorti un amendement, le 30 juin pour être précis, vers minuit, un amendement qui demandait la suppression de tout test génétique dans le pays. À 3 voix près, ça passait. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de députés en séance, et puis ceux qui étaient là, ils étaient venus pour voter cet amendement. Vous êtes généticien comme moi de formation, d'abord vous ne croyez pas vos oreilles. Puis après, vous pouvez sonner le téléphone pour essayer d'ameuter. Il n'y a pas des députés qui traînent quelque part là, qui pourraient venir renforcer une majorité. Ça se tient à ça. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Hein. C'est qu'on est dans une fragilité. Alors moi, j'ai mes 3 millions de gamins pour lesquels je me bats avec tant d'autres atteints de pathologie génétique. Et on vous propose un amendement à minuit pour supprimer tout test génétique, et donc toute visée diagnostique. Et donc demain, bien sûr, avoir des thérapies qui viendraient forcément trop tard pour pouvoir être efficace, les thérapies que vous nous préparez. Donc, vous voyez, il y a du boulot et c'est pas un pays facile. C'est tout ce que je veux dire. Merci. Peut-être vous avez aussi démarré vos propos en parlant un peu alors je ne sais pas si on a dit millefeuille, mais un peu complexité ou diversité, pluralité des organismes existants en France. Alors peut-être, oui, je me tourne vers vous, Madame Giry, pour dire cet aspect aussi retenu par le président de la République de simplification et de dynamique. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Alors, vaste tâche, mais petite question. Voilà, feuille de route aussi de ce côté-là pour simplifier un petit peu les structures.
Oui, oui, alors je sentais que vous vous tourneriez vers moi sur cette question pour des raisons obscures. Mais bon, d'abord, merci à Philippe Berta pour son engagement sur le PLF, le PLFSS et tous ces sujets qu'il connaît extrêmement bien. Il connaît extrêmement bien aussi les sujets d'organisation. C'est vrai qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie, les moyens pour la recherche, c'est essentiel. Vous ne m'entendrez pas dire le contraire, mais l'organisation aussi. Finalement, l'efficacité globale qu'on peut avoir sur ces sujets, elle tient à ces deux paramètres, le carburant et la façon dont on arrive à s'organiser. Et il se trouve que le paysage de la recherche en biologie et santé, il est particulièrement fragmenté. C'est pas vrai dans d'autres domaines scientifiques. Donc, je ne sais pas si c'est pour ça qu'ils ont été chercher une biologiste pour diriger la DGRI, mais c'est vrai que on a quand même notre lot d'acteurs, alors tous excellents, tous différemment et avec des rôles différents, mais on a les organismes de recherche qui ont été cités, on a les CHU, avec une entente pas toujours simple entre ces deux types d'acteurs. On a bien sûr les universités, et puis on a des instituts, des fondations, Pasteur, Curie, Gustave Roussy, etc. Donc on a un paysage qui est très riche, faut le prendre positivement, parce que c'est un domaine scientifique dans lequel l'excellence française n'est plus à démontrer. On a vraiment un très beau tissu de recherche, mais on a vraiment ce point faible d'un manque de coordination des acteurs, dont on a, je crois, particulièrement souffert aussi dans la crise Covid. Voilà, donc ça c'est le côté un peu négatif de l'affaire que j'évoque aujourd'hui, mais on a aussi, et c'est vrai qu'Avicen c'est une belle idée, il y a quand même des choses positives, il y a des choses qui marchent dans Avicen, je contredis légèrement monsieur le député, mais pour l'avoir vécu de l'intérieur, il n'y a pas que des choses qui marchent et qui fonctionnent. Peut-être que du côté de l'État aussi, on ne s'est pas assez saisi et on n'a pas assez sollicité cet outil. On a arrêté de le faire à un moment donné. Ce qui fonctionne bien, c'est la coordination des acteurs pour la programmation européenne. Le lobbying européen fait conjointement par tous ces acteurs de la recherche en santé. Il fonctionne bien, il produit des résultats. Et là, ils y vont en front commun. La discussion sur les priorités de l'ANR, un petit peu par le même mécanisme, même si je me refuserais dans ce cas-là à parler de lobbying, ça fonctionne bien aussi. Définir en commun des grandes priorités, ça marche. Si on pense à la crise Covid, il faut quand même se rappeler que Reacting, le consortium interorganisme qui a permis de bien coordonner la recherche académique sur le Covid dès les débuts de la crise, ça vient quand même d'une organisation d'Avicen. Voilà, après, il y a d'autres choses qui fonctionnent moins bien. Donc ça a permis l'accès aux échantillons, de définir les priorités de recherche, des groupes de travail sur les modes de transmission, les différents sujets, les vaccins, etc. Donc ce volet-là a fonctionné, avec quand même beaucoup d'énergie individuelle derrière, ne nous l'aurons pas, le côté institutionnel n'était pas le plus puissant, c'est vraiment aussi des individus qui avaient appris à travailler ensemble sur ces sujets qui ont pu sortir un certain nombre de sujets. Ce qui n'a pas marché, faute d'avoir aussi peut-être assumé ce qu'on ne fait pas, on ne sait pas le faire, je crois, assumer de dire il y a un pilote. Voilà, tout le monde est très fort dans ce domaine, tout le monde est très bon, mais arrêtons de nous regarder les uns les autres. Là, on est en crise, il faut un pilote, et quelqu'un on assume d'en désigner un, et ensuite ce pilote assume de faire avec les autres, et tout le monde essaye de s'aligner. Ça, on n'y est pas parvenu. Particulièrement dans les essais cliniques. Le Royaume-Uni avait, je crois, 4 essais cliniques au début de la crise Covid. On en avait une 50aine en France. Puis évidemment, grâce au confinement, moins de patients. Donc évidemment, on incluait très peu de patients dans certains de ces essais. Donc c'est un problème organisationnel qu'on résout maintenant en mettant en place un dispositif qui s'appelle CapNet et qui est compliqué aussi, mais fonctionne quand même beaucoup mieux. Donc on tire des leçons de ces sujets-là. Ce sur quoi on n'a pas encore la martingale, mais je sens une forte volonté de la part des industriels et on fera en sorte d'embarquer aussi les académiques dans cette dynamique. C'est le lien recherche publique, recherche privée en santé. C'est vrai que là-dessus, Avicen a fait des choses. Les rencontres internationales de recherche, c'était bien. Ça s'est peut-être un petit peu essoufflé. Un travail sur des mécanismes et des textes types sur des accords de confidentialité, des conventions, etc. avait été fait aussi il y a quelques années. Mais l'interaction sur les grandes priorités, des feuilles de route communes par grands sujets, ça n'existe pas et c'est sans doute quelque chose qu'on devrait essayer d'encourager du côté de mon ministère. Et le renforcement des pôles de compétitivité, parce que moi, on parle de recherche publique, privée. Ce qui m'a, vous avez cité Eurobiomède, vous avez cité la filière IA oncologie. Je fais la réclame pour Lyon et le Biopôle, centre maladie infectieuse. Ça fonctionne bien. Moi, je trouve, on est tous autour de la table. On a une visée, c'est améliorer la santé, c'est innovation. C'est PME, c'est ETI, c'est grands groupes, c'est INSERM, CNRS et autres. Et ça, c'est un modèle que je trouve qui fonctionne bien.
Alors, je ne sais pas si vous voulez faire témoigner les autres intervenants autour de ces modèles-là, mais au sein de votre vision, c'est quelque chose à renforcer, à pousser un petit peu ce focus? J'ai le sentiment que ça fonctionne bien parce que c'est une logique de projet, donc assez concrète, et que toutes les énergies arrivent à se focaliser sur ces logiques de projet. Peut-être que ce qui nous manque, et ça fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure sur la priorisation, c'est peut-être qu'on ne définit pas assez de stratégies communes, de secteurs ou de sujets à l'intérieur de ces secteurs qui soient des sujets sur lesquels on décide une approche commune et très forte. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que toute la recherche fonctionne comme ça, hein, bien sûr. Avoir un vivier d'une recherche académique forte, essentiellement drivé sur l'excellence, c'est essentiel. Mais il faut peut-être qu'on s'autorise quand même, et avec une LPR ambitieuse, avec une ANR à 1 milliard d'euros bientôt, peut-être qu'il faut qu'on se dise qu'on peut aussi thématiser un certain nombre de sujets. On le fait beaucoup avec le PIA, et au sein du PIA, avec le PIA 4, on travaille de plus en plus dans une dimension très interministérielle, mais c'est peut-être une voie sur laquelle il faut encore qu'on appuie. Moi, j'ai juste un commentaire là-dessus. Oui, je peux qu'abonder dans ce sens-là. Alors d'abord, déjà sur Avisan, on va pas revenir et faire un diagnostic en détail, mais effectivement, je pense que ça a plutôt mieux marché entre organismes de recherche que le rôle de guichet unique que les industriels cherchaient et cherchent toujours. Alors je dis pas que l'agence doit régler tous les problèmes de la stratégie jusqu'à l'opérationnalisation dans les détails, mais je pense que les industriels sont toujours à la recherche. Et là, je vais même au-delà du G5. Hein, je veux dire qu'il j'ai fait partie de grands groupes internationaux. On finit par tourner le dos à la France parce que complexité et temps à mettre à peu près tous les acteurs nécessaires autour de la table sur une idée, un projet. Je ne parle pas de grands programmes. Hein, c'est juste extrêmement compliqué. Donc, nous cherchons, et ce sera dans nos recommandations, toujours ce guichet unique. Alors, est-ce que c'est l'agence et on essaie de lui faire trop de choses? Je pense aussi en France, ça c'est un vœu pieux, j'aime beaucoup mon pays et je le défends, mais si on veut rester compétitif, on crée des couches, et à un moment, il faut savoir les supprimer. Hein. Donc, je ne sais pas s'il faut supprimer l'Avisan, il faut supprimer d'autres choses, mais je pense qu'à un moment, il faut simplifier le paysage. Je ne sais pas qui aura le courage de casser ces chapelles, mais je pense qu'on n'aura pas le choix hein, si on veut vraiment rester compétitif. Alors après, moi je pense que les pôles, effectivement, ont un grand rôle à jouer, mais dans la partie opérationnalisation, quand on sera mis d'accord sur effectivement où est-ce qu'on met quelle est la stratégie, quels sont les moyens qu'on met pour développer cette stratégie, et donc dans son opérationnalisation, nous poussons beaucoup pour les thématiques. Là encore, si on veut, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas, je ne sais pas si c'est 50%, 60% du budget qui soit dédié à une recherche fondamentale de pointe, et la France est extrêmement bien placée. Quand on en vient à la recherche appliquée, et en particulier en santé, on ne peut pas être bon partout, et il faut qu'on fasse des choix. On parle des maladies rares, la plupart avec un départ mutation génétique quel qu'il soit, absence d'un gène, etc. On est extrêmement bien placé dans la compétition internationale. L'oncologie. Alors aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas passer évidemment à côté des maladies infectieuses, en particulier à Lyon. Et donc je pense qu'une fois qu'on a décidé ça, c'est là que localement, effectivement, il y a clairement des clusters qui se sont créés sur la région parisienne. Franchement, ne pas arriver à tous travailler ensemble en oncologie. Alors, effectivement, je ne sais plus qui citait les bons exemples de campus, etc. Mais ça reste... Alors, c'est l'IGR de son côté. Puis après, on essaie de faire revenir Curie. Ou alors, c'est Curie qui lance un truc, on essaie de faire revenir Curie. Alors, on n'a pas de leçon à donner. Au niveau industriel, il faut aussi qu'on apprenne à mieux travailler ensemble. Il faut qu'on fasse les ponts sans doute encore beaucoup plus serrés avec les biotech. Mais encore une fois, c'est comme ça que j'y hiérarchiserais. C'est-à-dire qu'il faut une stratégie commune, il faut choisir ses batailles, parce que ça, je pense qu'à essayer Encore une fois, on fait du saupoudrage. Donc, on peut débattre sur est-ce que les crédits sont suffisants, pas suffisants, est-ce que c'est 25 milliards sur 5 ans plutôt que 10 ans, etc. Mais si on continue à saupoudrer, ça ne réglera pas le problème. Il faut à un moment être compétitif, et pour être compétitif, il faut être focalisé. Merci. J'ai entendu le mot pôle de compétitivité, vous avez compris que c'était épidermique chez moi, donc je vais réagir. Bon, c'est quand même structure mise en place de mémoire 2004, à l'époque du ministre Estrosi.
C'est tout le paradoxe de l'État. C'est-à-dire que l'État lance cette action. Et si on fait le bilan, finit un jour par se désengager, parce qu'il me semble que la contribution de l'État aujourd'hui au fonctionnement des pôles de compétitivité a fondu comme neige au soleil. Et je ne comprends pas l'État. Je vais encore refaire des notes dans ce sens-là, j'en ai déjà fait beaucoup. Je parlais tout à l'heure de la problématique de comprendre le qui fait quoi dans ce monde, en particulier de la santé, si complexe. Les seuls qui savent, c'est les pôles de compétitivité. Ils ont une granulométrie territoriale absolument fantastique. Moi, si je fais les pôles comme ça, à la louche, à 300 adhérents par pôle, c'est probablement plus dans beaucoup de cas, en tout cas c'est le cas chez nous, mais ça fait quoi? Ça fait 1500, 2000 adhérents au pôle de compétitivité en sautant. Et je ne vois pas qui peut manquer réellement dans ces pôles. Donc, comment se fait-il alors, on leur définit une première feuille de route, il fallait qu'ils soient un peu thématisés, puis progressivement, on se dit c'est un peu dommage, j'imagine, de laisser sur le bord de la route des pôles de compétitivité tel ou tel acteur parce qu'il n'est pas dans le scope, il n'est pas dans cette thématique, dans ce pôle-là, ça c'est ouvert. Mais je ne comprends pas l'État qui ne s'en sert pas comme un moyen vraiment de ressources absolument fantastiques, avec des gens qui se parlent. Il y a d'ailleurs, comme je le dis à mon président, souvent trop de réunions, mais c'est bien qu'il en soit ainsi. Des gens qui se parlent, qui se connaissent, qui ont appris à travailler ensemble. Et on a vraiment un outil fabuleux. J'espère que l'AIS ne va pas l'oublier. Moi, c'est un peu mon souci actuellement, parce qu'il y a... en tout cas, il faudra tout faire pour qu'il n'en soit pas ainsi. En plus, j'entends parler, parce que c'est vrai que c'est peut-être un problème de coordination des pôles entre eux, mais j'entends parler de réunions communes, au gré de nouvelles présidences, tout ça, etc. Donc on voit que ça va se faire. Et n'oublions pas les pôles. Ouais, alors, je suis lyonnais, donc je peux que souscrire à ce qu'a dit Alexandre Mérieux. Non, je pense qu'il faut clarifier les différentes structures qui animent l'écosystème de l'innovation, les SAT, les accélérateurs, avec les pôles de compétitivité. Je pense que les pôles de compétitivité ont atteint une maturité et un lien avec l'ensemble des partenaires, que ce soit partenaires publics, partenaires privés. Je regrette peut-être un peu, et je leur dis systématiquement qu'ils oublient les ARS dans leur équation, c'est-à-dire le système de santé, qu'ils arrivent à se rapprocher justement. Vous voulez de l'interministérialité, je pense que localement, ça serait aussi pas mal que la santé soit représentée. Je trouve qu'il n'est pas assez dans les pôles de compétitivité. Et il y a un aspect qui malheureusement est lié effectivement à la pression financière qu'on a mis sur ces structures-là, qui fait qu'il y a une certaine compétition qui me semble pas forcément aujourd'hui saine entre les pôles de compétitivité. Il y a un vrai besoin de coopération et de coordination de ces acteurs-là. Donc pour moi, c'est indispensable de les soutenir, indispensable de continuer à les encourager, clarifier les liens avec les SAT locales, les structures d'accélération, et faire en sorte qu'ils arrivent à bosser un peu plus ensemble. Alors peut-être avant qu'on propose aux personnes présentes dans la salle de poser des questions, une dernière peut-être concernant à l'intérieur de la recherche publique même. Il nous semble qu'il y a un sujet qui a été évoqué d'ailleurs par Franck Mouton tout à l'heure, qui est celui de la donnée, qui est aujourd'hui essentiel pour la découverte en santé. Il y en a un deuxième qui nous tient à cœur, qui est la médecine translationnelle. Sur des sujets comme ceux-là qui sont plutôt transverses, comment mieux favoriser une coopération à l'intérieur même des organismes de recherche publique, même sans parler de coopération entre la recherche publique et la recherche privée. Peut-être Madame Géry ou Monsieur Bertin. Ça m'aurait arrangé que Monsieur Bertin soit inspiré. La question n'est pas facile. Dans les outils d'encouragement à la recherche translationnelle, il y a les RHU notamment, ça fonctionne très bien. Là encore, dans une logique de projet. J'ai le sentiment que dans une logique de projet, on y arrive bien. Il y a eu des velléités il y a quelques années d'organiser un financement un peu unique, un canal unique, parce que sur ce sujet, il y a aussi une espèce de fracture entre les dispositifs du ministère de la Santé et ceux que porte mon ministère. Donc, avec ce tabou de dire la recherche clinique, le PHRC ne peut pas être est financé par l'ONDAM et ne peut pas bénéficier à des acteurs de la recherche académique, ce qui est un vrai frein qu'on a pu lever ponctuellement dans la crise Covid sur certains essais, mais qui reste un frein pour d'autres choses. C'est un sujet globalement auquel on réfléchit avec ma collègue à la DGOS, Katia Julienne.
comment encourager la recherche clinique, notamment académique, de manière plus transverse et essayer de dépasser ces limitations-là et d'avoir un programme qui aille dans la même direction, même avec des canaux de financement différents. En tout cas, le sujet est bien identifié. On n'a pas encore, là non plus, la martingale, on n'a pas encore le bon outil, mais le sujet est bien identifié, on perd de l'énergie et c'est un point important. Le sujet des données, il est vraiment essentiel. On voit que la donnée fait émerger aussi de nouveaux acteurs dans la recherche en santé et de nouveaux acteurs qui s'y intéressent, tant sur le plan académique qu'industriel. Je crois que le fait qu'on encourage un projet santé numérique au cœur de Paris sur cette logique académique et forte interaction avec la recherche privée, il y a des espaces, je fais un appel d'ailleurs aux volontaires sur le sujet, mais il y a des espaces pour des industriels dans ce site, sur le site préfigurateur dans le 15e arrondissement et puis à terme dans le Val-de-Grâce. Et on veut vraiment en faire un lieu pour cette filière santé numérique d'attractivité avec de très bonnes équipes académiques, les experts du secteur, un lien vers le citoyen et puis l'accueil d'entreprises. On travaille aussi avec le Health Hub sur tous ces sujets de données de santé pour les rendre accessibles. Donc c'est vrai que c'est peut-être je ne sais pas si c'est un petit peu vers ça que vous vous souhaitiez aller, mais peut-être qu'à travers la question des données et la mobilisation qu'on peut apporter, on peut essayer de dépasser aussi ces frontières entre institutions. Je pense que c'est intéressant d'y réfléchir en tout cas. Merci. Alors 2 points de commentaire. Comme j'ai décidé d'être désagréable ce matin, je vais continuer à l'être. PHRC, ANR, moi j'ai un problème. Malheureusement, les PHRC et la recherche clinique, ça fait partie de cet argent qu'on injecte à travers les hôpitaux qui souvent n'arrivent pas à la destination finale. Et je pense que ça serait quand même intéressant à un moment donné qu'il y ait une vraie overview sur qu'est-ce qu'on finance par les PHRC, qu'est-ce qu'on finance par l'ANR, quelle est l'interface, voir un petit peu justement ce continuum, recherche plus fondamentale, recherche plus appliquée, recherche plus clinique. Je pense que ça serait important qu'il en soit ainsi. Et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas pour l'instant. Et je ne sais pas si mes chiffres sont bons, mais il m'avait semblé comprendre que d'ailleurs les PHRC, finalement, beaucoup des PHRC n'étaient même pas utilisés. Finalement, dans l'enveloppe restait pas forcément totalement usité, ce qui est quand même un comble dans un pays où les moyens manquent si souvent. Voilà un petit peu ce que je voulais rajouter. Merci. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Merci. Peut-être une question à Madame Giry. Quand on compare d'autres pays, les États-Unis, l'Angleterre, la Suisse, etc., souvent les professeurs ont un objectif d'une recherche translationnelle. Donc ils doivent rendre des comptes que ça amène à un vrai médicament potentiellement. Donc ce n'est pas la recherche pour la recherche, mais c'est vraiment une recherche qui a un objectif. Et toutes les entreprises ici présentes payent des impôts, nous sommes des citoyens, nous payons des impôts. Donc, quelque part, si on donne de l'argent à la recherche publique, quelque part, il faut aussi que ça ait un but. Et donc, la question, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer à changer ça. Il y a un deuxième mécanisme, c'est qu'on dit, OK, il faut injecter plus d'argent de la recherche publique aux professeurs. Donc ça, c'est certainement vrai quand on compare avec d'autres pays. Mais il y a aussi un autre mécanisme qui est que les universitaires, ils doivent générer des fonds eux-mêmes pour l'université par les inventions, les brevets et les royalties qu'ils touchent des biotech. Et ce n'est pas vraiment tellement le cas en France. Donc, quelle est votre vision sur ces deux aspects ? Alors, mon problème, c'est que je ne suis pas d'accord avec le sous-jacent de votre question. Donc, je pense que ma réponse ne va peut-être pas vous satisfaire, mais je ne crois pas, alors je caricature un peu, mais volontairement, je ne crois pas qu'il y ait une recherche académique qui s'amuse et qui ne sert à rien et voilà, qui n'a pas d'exigence particulière et une recherche qui, elle, est noble, ciblée et utile à la société. Je pense que la recherche académique et l'excellence dans ce domaine, et ce qu'on trouve aussi dans d'autres pays, je crois qu'en Europe, aux États-Unis, il y a une recherche académique de très haut niveau aussi, et que c'est pas moins bien, et c'est pas moins utile, c'est différemment utile. Voilà, donc du coup, ça répond pas totalement, je pense, à votre question, mais je pense qu'il y a la place, et il faut vraiment, et la France a cette histoire en fait de sa recherche, et il faut vraiment qu'on le garde. Ce qui compte, c'est ce continuum, ce sur quoi on doit travailler, et c'est tout à fait ressorti de nos échanges, c'est qu'il y ait plus de porosité entre les deux milieux, c'est-à-dire qu'un professeur, un chercheur, un directeur de recherche
très bon sur un mécanisme biologique particulier qu'il a contribué à décrypter, puisse se dire, moi j'envoie des gens de mon équipe passer un certain temps dans l'industrie, je reçois dans mes équipes des chercheurs de l'industrie et on voit ce qu'on peut travailler ensemble. On développe des partenariats. Ça, c'est ça qu'on doit travailler. On doit développer cette porosité-là et ces échanges. Par contre, dire la recherche académique, ça n'apporte rien, c'est faux. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'innovations qui proviennent de la recherche académique. Franck a cité des chiffres. Et moi, j'ai plus envie de travailler sur ce type de mécanisme-là. Oui, pour continuer ce discours, la loi de programmation pour la recherche a pris ça, bien sûr, en compte. Hein, c'est-à-dire que le côté un peu monolithique de l'évaluation d'un chercheur, d'un ancien chercheur, était assez pathétique dans ce pays. C'est-à-dire qu'il n'était grosso modo évalué que par ses publications, point. Et que grosso modo, tout ce qui sortait des publications, même sur une innovation pédagogique par exemple, alors a fortiori une action de culture scientifique, de médiation scientifique, ou bien sûr une action de valorisation de transfert, n'était pas du tout intégrée dans son évaluation. Bon, on a fait en sorte qu'il y ait un focus un peu différent sur ce que c'est que le métier de chercheur ou d'enseignant-chercheur. Là, on parle effectivement de la facilitation de ces allers-retours publics-privés. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Enfin, là encore, je vais pas me faire que des amis, mais est-ce que j'ai un collègue scientifique anglo-saxon, qu'il soit outre-Atlantique ou outre-Manche, qui n'a pas de façon permanente un pied dans le public et un pied dans le privé? Si celui pour lequel c'est pas le cas, c'est qu'il a raté sa vie. Donc on a très clairement encore une marche à franchir supplémentaire. On n'y est pas arrivé cette fois-ci, mais on va y aller progressivement. Voilà, nous garderons probablement le sujet des conflits d'intérêts pour une prochaine table ronde. Oui. Non, mais le problème, c'est que dans ce pays, on a une confusion terrible entre lien et conflit d'intérêts. Mais ça, c'est partout, tout le temps. Messieurs, on vous remercie. Vous avez rêvé avec nous d'une organisation commune de la recherche, on peut le dire comme ça. Vous avez appelé à un meilleur pilotage, à des décisions fortes, à une logique de projet et de filière, à une meilleure collaboration entre le public et le privé. Nous vous remercions de votre participation. Merci.